Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Begrüßen euch da recht herzlich als Muttitaler Wetterprophet. Und ich muss zugeben, der letzte Sommer haben wir... Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 16h46 en ce joli jeudi 8 mai 2025, voilà, jour de la libération, c'est la fête, on va en parler, vous inquiétez pas les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite de son jour férié. Voilà, son jour férié, voilà, ben sympa, qu'est-ce qu'on fait pendant les jours fériés? On fait des barbecues, évidemment. Voilà, et ceux qui font pas des barbecues, ils vont au travail. Voilà, c'est tout, il n'y a pas à chier, c'est comme ça. J'espère que tout le monde est plein badin, les copains. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une fois de plus. Alors, attends, on me dit que le son est pas bon, une fois de plus, putain. C'est usant, c'est usant. Alors, attends, on me dit ça va pas. Merde, pourquoi ça va pas? C'est fou, j'ai rien touché là. J'ai vraiment rien touché. Le son est bizarre. Ouais. Disconnected. Ah merde, il est disconnected le micro. Alors attends, bougez pas. Je suis sur le micro de la webcam, semble-t-il. Lui, il est disconnected. Alors attends, disconnected, c'est pas bon. Ça veut dire, attends, on va faire les branchements en direct. J'en ai absolument rien à foutre. Regarde. Voilà, tac.
Regarde comme il est bon le pangolin. Réparation en direct. Regarde, dispositif. Paf, pif. Voilà, dispo. Bon, c'est toujours pas ça, mais dispositif déjà. J'arrive. Non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est bon ou c'est pas bon? Putain. J'ai réussi. J'ai réussi. Tu vois? Non, mais ça, c'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. J'ai réparé le micro, il marchait plus. Je t'ai entendu taper à l'autre de... Non, non, c'est vrai. Non, franchement, j'ai fait juste ça. J'ai des témoins. Hein, donc, Ah, voilà. Menteur, va. Communiste. Ouais, mec. Voilà, c'est mieux. Donc là, c'est mieux. Normalement, on est pas mal. Voilà, il était débranché. J'ai dû foutre mon gros pied dessus, j'en sais rien. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Apparemment, ça marche. Donc, c'est le plus important. Les copains, je suis plutôt fier. Ça augure d'une belle émission. Les amis, alors, qu'est-ce qui vous attend? Aujourd'hui, on a pas mal de petits sujets. Les amis, je vous l'avais teasé hier. On va revenir sur l'affaire Betaram avec des révélations du Canard enchaîné assez intéressante. On va parler de la situation à Gaza où, une fois de plus, un complot semble devenir réalité. Enfin, en tout cas, un complot, on va dire une théorie qu'il ne fallait pas évoquer. Voilà, c'est plutôt ça. Et comme promis hier, les amis, à la fin de l'émission, on ouvrira la libre antenne du Juste Bistrot et vous pourrez venir donner votre avis sur la séquence d'hier, sur la question de l'euthanasie, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit hier soir. Vous pourrez venir en parler parce que c'est un sujet de citoyen et donc évidemment votre avis est très important. Voilà, j'en ai absolument besoin. Les amis, donc ce sera en fin d'émission. Vous pourrez venir sur le Discord de Juste Milieu. Donc il y a le lien qui s'affiche dans le chat. N'hésitez pas à le rejoindre si ça n'est pas déjà fait et vous n'aurez plus qu'à venir dans le salon vocal. Voilà, c'est le plus important. Les copains. Alors attends, j'ai mon cactus qui n'est pas allumé. Voilà. Ouais, ça va pas. Ça, il n'y a plus rien qui va dans cette entreprise. Voilà. C'est pas sérieux. On a un standard qualité, c'est important. Voilà. Ça n'a plus rien à voir déjà. Ça n'a plus rien à voir. Alors, Massan3466 qui nous dit: je suis en dépression, Rémi, le PSG va probablement gagner la Ligue des Champions. Ah ben, c'est vrai. Bravo le PSG. Bravo Paris. Hein. Finale. PSG Inter de Milan à Munich. Alors c'est vrai que l'histoire est quand même belle parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein. À chaque fois qu'un club français a rencontré un club italien en finale de Ligue des Champions dans un match qui s'est déroulé en Allemagne, la France a gagné. 1 sur 1. Donc vraiment, la statistique est magnifique. C'est sûr. Là, je veux dire, c'est sûr et certain. Mais bravo quand même au PSG. Que j'aime beaucoup plus. Il n'y a pas à chier. Hein. Depuis le départ du poison Mbappé, ça gagne. Hein. C'est quand même terrible. Ils ont fait les cagoles pendant des années. Tu vires Mobutu et puis finalement tu gagnes. Donc il n'y a pas de secret. Et puis là, le Real, c'est des pompes à vélo. Alors c'est vrai que derrière, voilà, les supporters ont fait de la merde. Hein. Vous avez vu les scènes sur les Champs-Élysées. C'est quand même fou en France. On ne peut pas se réjouir. Dès qu'il se passe un truc sympa, il y a une dinguerie derrière. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Alors, il y a Hurluberlu 9 qui nous donne une information de la plus haute importance. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur comme ça de casser les codes. Il dit: salut Rémi, content de t'écouter en direct en mangeant une tartine. Et ça me fait plaisir. Je suis content de savoir que déjà mes spectateurs s'alimentent. C'est le secret des bonnes choses, hein, comme on dit. Et c'est vrai que autant dans un monde normal, je serais tenté de te dire on n'en a rien à foutre. Et ben moi, je trouve ça passionnant. Hurluberlu 9. Et d'ailleurs, permets-moi de te demander à quoi est ta tartine. Parce que pain beurre, c'est le secret de la réussite. Je vous le dis tout de suite, pain beurre, ça peut être mon plat préféré. Alors il y en a plein d'autres, faut pas déconner. Mais j'aime le pain beurre. Un pain frais, comme ça. Avec un bon beurre demi-sel, de Baratte. Alors ceux pour qui Baratte c'est une ville, vous vous déconnectez immédiatement. Mais c'est bon. Je crois que le pain beurre, c'est un des trucs que je préfère. C'est extraordinaire. C'est simple, mais c'est bon. Avec un bon beurre. Au prochain spectacle, tous ceux qui viennent, vous m'amenez du pain beurre en bord de Seine. Comme ça fera encore plus sectaire. C'est très important. Qu'on arrive à vraiment monter une secte, mais jusqu'au bout, avec des sortes d'offrandes. Ça coûte pas cher, pain beurre, ça, je vous demande pas non plus une Lamborghini, tu vois. Ça peut être marrant, parce que les gens qui sont pas prévenus se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça va finir en gigantesque partout sectaire. Non, on n'est pas à la République en marche. Donc on est juste là pour manger du pain beurre. Voilà, et Hurluberlu 9 qui nous répond à la question: tartine de houmous fait maison. C'est bon le houmous fait maison. La dernière fois, j'en ai monté un à la maison, je l'ai fait maison avec de l'ail noir, un petit peu. Et ben tu vois, ça change la donne. C'était bon.
C'était bon. Ouais. Ah, je me suis régalé. Alors attends, la girafe 84 qui lance un débat. On a le temps ce soir, les amis. Vous inquiétez pas, on va parler de tous les sujets promis, mais j'ai envie de prendre le temps de papoter avec vous. La girafe 84 qui nous dit un truc, j'étais pas au courant. Beurre au sel, pas demi-sel. C'est quoi la différence? Beurre au sel, j'ai jamais entendu. Ça existe ou on me ment? Je vais chercher ça immédiatement. Beurre au sel. C'est la teneur en sel qui est pas la même? On me ment. Beurre salé et beurre demi-sel. Aujourd'hui, le sel est utilisé avant tout comme exhausteur de goût. Le beurre demi-sel contient entre 0,8 et 3 grammes de sel par 100 grammes et le beurre salé 3 grammes ou plus. Putain, je savais pas. Tu vois, on apprend des trucs grâce à vous. J'ignorais, sincèrement, j'ignorais. C'est grâce à UFC que choisir. Donc on les embrasse. Et ben je savais pas. Beurre salé, tu vois, c'était au-delà de 3 grammes. Putain. Ah mais j'adore cette émission. C'est rempli de culture. Avec les cristaux de sel. Ouais, non, mais j'ai déjà mangé le paysan breton. Il y a un paysan breton au cristaux de sel qui est très très bon. J'ai déjà eu à m'en mettre plein le bidon. J'ai déjà eu ça, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, je crois que pain beurre, c'est quand même une dinguerie. Ouais. Mister Serizao 76 qui pose un constat, il dit on est gros. Bah oui, je sais. À force de parler de ça. Hein. Merci à Clem Drop pour le sub 6e mois qui dit si ça parle beurre salé en plus. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Merci les amis pour les subs. Hein. Je remercie également que je n'oublie pas. Il y a Mister Serizao 76, le sub 31e mois. Witin Paris pour le sub 15e mois. Merci beaucoup. Stratus 13 pour le sub 16e mois, Skunk Kamikaze le sub prime 22e mois. Là j'ai tout le monde, merci beaucoup les amis. Voilà les amis, vous êtes dans ma secte, vous serez mes ministres, tous ceux qui ont sub. Voilà. Bayard 92 qui dit un os à moelle avec du gros sel, Rémi. Oui, ah oui, ça aussi l'os à moelle. Ça c'est mon plaisir coupable, l'os à moelle. Quand il y a ça au restaurant, dans des bons restaurants de viande, tu t'envoies un os à moelle. Et puis on est très bien. C'est vrai que et là aussi l'importance du beau pain. Un bon pain légèrement aillé, finement toasté avec ton os à moelle, t'es le roi du pétrole. Alors on repassera évidemment pour les abdominaux, mais ça fait plaisir. On parlera nourriture demain. On n'est pas vendredi. Arrêtez comme ça de tenter le diable. C'est énervant. Voilà, c'est énervant. On parlera demain. On parlera demain de ces sujets importants, à savoir l'os à moelle et le pain beurre. Voilà. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Un peu de rigueur dans cette émission. Sinon, ça devient quoi en fait? Sinon, c'est pas sérieux. Et là, il y a un standing ici. On est l'actualité, avant tout. L'actu, hein, toujours. C'est très important. Voilà. Et on commence avec Alain Jakubowicz. Voilà. Alors effectivement, la différence intellectuellement avec un os à moelle n'est pas marquante. Mais petite séquence pour commencer à parler d'actu, débroussailler, voilà, les petites séquences du moment. L'avocat médiatique Alain Jakubowicz, que vous connaissez, avocat médiatique qui est celui qui a théorisé que la quenelle de Dieudonné était un geste qui, je cite, mimait la sodomisation inversée des victimes de la Shoah. Donc, je rappelle ce qui a été dit quand même en procès. L'avocat de Nordal Lelandais, qui n'était pas du tout prévu au départ, et on ne sait pas pourquoi il est sorti du bois, c'était lui. Bon bref, avocat médiatique Alain Jakubowicz, qui a fait une comparaison tout à fait sympatoche sur BFM TV, c'était ce matin. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Mouvement fasciste. Rien, bah, évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi... je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, l'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de... Non, mais pourquoi pas? Voilà, non, mais pourquoi? Non, mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi pas? La nuance, je pense qu'à un moment donné, comme on disait en grec ancien, parce que j'ai étudié un petit peu, la nuance, on s'en bat les couilles. Je pense que voilà, on disait ça du côté d'Athènes, tout le secteur Athènes-Pirée, Roubaix. À un moment donné, la nuance, voilà, c'est accessoire. C'est accessoire, tu le mets dans le sac à dos, mais c'est pas certain que tu le sortes pour la randonnée. Donc Alain Jakubowicz qui te sort ça en toute tranquillité, et je vais devoir me prêter un exercice qui là va en étonner plus d'un, mais va vous rassurer sur la démarche du juste milieu, qui est de prendre la défense de la France insoumise. Évidemment, parce que sinon on n'est pas rigoureux. C'est-à-dire, quand il s'agissait de défoncer le RN et faire comme ça du chantage à l'antisémitisme, faire des raccourcis absolument crétins pour nazifier le FN puis le RN,
la démarche juste milieu était de dire, attendez, vous avez le droit de les détester, mais faire ce genre de rapprochement à des buts purement spéculatifs et propagandistes, c'est-à-dire de créer une peur artificielle avec des arguments qui n'ont évidemment aucun sens et qui mériteraient une attaque en diffamation, évidemment, je l'aurais dit sur le RN. Bon, ben là, il faut le dire sur la France Insoumise. D'ailleurs, c'est ce que je disais hier dans la France Insoumise, cette campagne-là qui se déclenche avec la sortie de ce livre, qui ne sort absolument rien de nouveau, fait que la chasse, on va dire, la chasse au Mélenchon est ouverte. Alors le Mélenchon est une espèce de gibier plutôt rare, très énervé, hein, que vous pouvez croiser à la lisière des bois entre 10h et 15h, et vous reconnaissez le Mélenchon à son cri strident. « La République, c'est moi !» Voilà. Ça, voilà. Et là, bon, faut pas tirer parce que c'est un homme politique, mais le Mélenchon se chasse comme ça. C'est-à-dire que tu brandis un poste de sénateur PS, après tu brandis un autre poste, puis un autre poste, puis un autre poste, puis un autre poste. Et là, tu peux attraper un Mélenchon. Voilà. C'est-à-dire que tu peux attraper un Mélenchon en promettant des postes politiques, toujours plus de gains sur le dos des Français. Tu attrapes un Mélenchon comme ça. Bon, là en ce moment, ils sont en train de te faire la chasse au Mélenchon, mais ils essaient de l'attirer avec un livre à la con qui s'appelle La Meute. Bon, un livre, je l'ai dit hier, je vous renvoie dans l'épisode de La Farce Tranquille, les amis, qui n'invente rien sur le comportement sectaire de la France Insoumise, qui n'a par ailleurs rien à envier au comportement sectaire de La République En Marche. On rappelle quand même un parti politique qui portait initialement les initiales de son créateur, Emmanuel Macron, En Marche. Mais là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a évidemment pas de problème. Donc la France Insoumise, avec une cour d'abrutis choisie justement pour leur idiotie, afin de ne pas faire l'ombre au chef, je pense à Boyard, je pense à Delogu et compagnie, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu sais, la chasse à courre avec le corps de chasse, bah là, le livre a sonné le début de la chasse au Mélenchon. Donc tu peux y aller. Tu as le droit de tout dire, en fait. Vu que la chasse aux nazis du FN est terminée, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le Bardella, qu'on pensait être un gibier méchant et agressif, est en vérité une sorte de clébard de canapé, bah, la chasse au RN est terminée. Il n'y a plus de... On va tirer... Non, bah non, il n'y a plus besoin de les chasser. C'est bon, on les a apprivoisés, ils sont dans un enclos. Maintenant, il y a une espèce qui n'est pas encore dans un enclos, c'est l'insoumis, qui porte bien son nom, mené par le chef de troupe, le chef de meute, qui est le Mélenchon, dont je vous ai expliqué la méthode de chasse. Bon, ben la chasse à l'insoumis est ouverte. Là, tu peux y aller plein badin. Donc, tu peux reprendre les méthodes qui t'ont permis de mettre dans l'enclos le Bardella, puis plus largement son espèce qu'on appelle le néo-nazi du FN. Voilà. Tu peux reprendre les mêmes méthodes. C'est-à-dire, on dit n'importe quoi, on crée une peur artificielle, et surtout, on utilise cette espèce comme un épouvantail pour permettre au système de se maintenir. C'est ce que j'ai dit hier dans la France Insoumise, que je raconte, dans La Farce Tranquille. Je pense que là, cette croisade contre les insoumis qui est en train de se passer, avec ce livre qui sort dans une temporalité très intéressante. Au moment où 2027 se rapproche et où on se demande si Mélenchon n'est pas le seul candidat anti-système qui peut faire peur à la Macronie et ses différents flotteurs gauche et droit, pour reprendre la typologie de Pierre-Yves Rougeron, il faut taper Mélenchon. Il faut se taper Mélenchon parce qu'il ne faudrait pas que les gens commencent à se dire le seul moyen de voter pour quelqu'un d'installé sans être véritablement dans le système, c'est voter France Insoumise. Il faut défoncer Mélenchon. Voilà, il faut le faire tomber, mais lui, pas la France Insoumise. Après, vous mettez qui vous voulez. Vous mettez une pompe à vélo, Clémentine Autain, Ruffin, ils sont déjà en train de se positionner. Donc, ce qui se passe, c'est plus ou moins une aubaine pour la France Insoumise. Alors, Mélenchon, lui, il est foutu. C'est Rhodes ou Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber l'idole. Après, après, il se démerde. Tu vois, pourquoi pas Delogu 2027 ? Voilà. Et là, on va rire. Parce que pour Delogu, 2027, c'est un code postal en Belgique. Donc, si tu veux, là, on va passer de bons moments. Si on a des débats Attal, Bardella, Delogu, moi, je peux avoir des débuts d'érection. Voilà, j'aime pas parler de ma vie intime, mais il faut quand même reconnaître que l'idée est sexy. L'idée est sexy. Delogu en débat sur l'histoire de France, quand tu vas apprendre que Robespierre, c'est une marque de baudrier d'Acrobranche, on va rigoler. Raphaël Arnaud, ministre de l'Éducation.
Donc pourquoi pas? Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut imaginer. On a l'ami Notizzi qui vient de nous lancer un raid. Voilà, quasiment 94 personnes très exactement qui viennent d'arriver. Merci, merci camarade Notizzi, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, à l'occasion, faudra qu'on papote sur la chaîne. Tu viens en direct dans le Juste Bistrot, on discute le bout de gras un petit peu là. Tu viens sur le Discord et ça va être sympa. L'invitation est envoyée. Voilà, je le dis. Et bienvenue à tous les camarades de l'équipe Notizzi. On était sur la croisade anti la France Insoumise. Et donc, je pense sincèrement que c'est une aubaine. Mélenchon va tomber, ils vont en faire le grand vilain. Et aujourd'hui, donc, pour reboucler avec la déclaration d'Alain Jakubowicz, on le compare à Goebbels. Donc, l'honnêteté intellectuelle commande de dire que c'est évidemment n'importe quoi. Il faut être sérieux 30 secondes. Vous avez le droit de détester la France Insoumise, mais détestez-la intelligemment. Parce que sinon, vous êtes des crétins. Sinon, c'est trop facile. Et ce que je trouve assez fou, même si ça s'est un petit peu calmé d'ailleurs, mais du côté de l'extrême droite et du Rassemblement national, je trouve ça assez extraordinaire donc, de crier avec la meute pour retourner l'accusation. C'est-à-dire que comme maintenant, on peut défoncer la France Insoumise tranquillement, tu vois des gens du RN qui hier chialaient sur la diabolisation dont ils faisaient l'objet, et qui reprennent exactement les mêmes méthodes pour déchirer la France Insoumise. Donc là, c'est bluffant de bêtises. C'est-à-dire que voilà, tu es au niveau du QI de Bardella, quoi. C'est-à-dire, tu te plains d'une méthode que tu utilises pour mieux sabrer ton adversaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je sens que tu t'en vas, ça te plaît pas, j'ai l'impression. Ouais, ça t'a énervé. Ouais, c'est ça. C'est la France Insoumise? Ouais, c'est j'en étais sûr. J'ai ma carte du parti, enfin tout quoi. Imite-nous à La République, c'est moi avant de partir. Sinon, tu pars pas. Ah ouais, alors là, accrochez-vous à vos slibards. La République, chez moi. Putain, c'est pas mal, hein? Il y a un truc, hein. Tu le tiens pas si mal. Il y a un truc. Putain, c'est pas mal. Écoute, je suis pas peu fier de vous laisser là-dessus. Ah, c'est pas mal en vrai. Eh oui. Ah, ça bosse, hein. Vas-y, dis, je suis député de la République. Pas trop long. Non, mais justement, on va te tester là. Je suis député de la République. C'est pas mal. Tu tiens un Jean-Luc Mélenchon. Mélangeons-nous. Allez, bon. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je suis content d'avoir donné Il ça. demande des Scooby-Doo, mais tu feras ça demain. Et ah, ouais, t'es pas dans le non, bureau. je suis pas Aïe, demain. aïe, aïe, lundi. Et bah lundi, comme ça. Lundi, ça tout fait le monter week-end. la... Ouais. Bon. Allez. Allez, je sonne le mouton, là. Allez, bonne soirée, bonne journée. Allez, à bientôt sur LTF4. Hein, je vais en parler. Ciao. Donc voilà les amis, cette situation d'Alain Jakubowicz qui est quand même délirante, qui est véritablement délirante. Et renversons la situation. Renversons quand même la situation. Si quelqu'un osait comparer Alain Jakubowicz à Goebbels, ce serait pas la même mayonnaise. Et donc, c'est toujours pareil. L'honnêteté intellectuelle commande de dire, dans une situation, est-ce que l'inversement est possible ? Est-ce que l'inversion, est possible? Est-ce que l'inversion serait tolérée comme cette attaque l'est? Et je ne suis pas certain. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Petite séquence, voilà, pour se mettre en appétit, une sorte d'antipasti, qui veut dire contre le Ricard, évidemment, en italien. D'ailleurs, en italien, la transition est toute trouvée. Je vous dis, j'ai du gaz. J'ai du gaz, je suis en forme aujourd'hui. On part sur une émission historique. Je suis tout seul dans le bureau, ça peut partir en cacahuète à tout moment. C'est-à-dire, si je baisse ma baguette, qui va m'arrêter? Who can stop me? Suis-je le nouveau Gérard Miller? Pas du tout. Donc, que tout le monde garde son sang-froid quand même. L'Italie. On y va tout de suite avec une autre petite actualité, les amis, que je voulais évoquer avec vous, une autre supercherie sur laquelle j'ai essayé de garder un œil, et je suis désolé, mais Rémi Stradamus a encore frappé. Eh oui, hein, je commence à prendre un boulard énorme, mais quand même, je vous avais dit, attention à l'Italie, Meloni, gigantesque pompe à vélo, sur la question de l'encadrement de l'immigration en Italie, soyez très prudents parce que la réalité est beaucoup plus complexe et moins sexy que les promesses de Meloni. What happens in Italy? L'heure du bilan, et vous allez voir que c'est pas rigolo. Page 7 dans l'Opinion, le journal L'Opinion du mardi 6 mai, on a eu 7 articles, regardez, tac. Je vais vous lire quelques passages pour comprendre à quel point Meloni manipule les débats. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le cas de Meloni, que l'on connaît depuis maintenant son arrivée au pouvoir en 2022. Ce qui est intéressant, ce n'est pas Meloni en tant que telle, c'est de prendre l'exemple de l'Italie
pour mieux comprendre comment les futurs dirigeants conservateurs de l'Union européenne vont nous la mettre à l'envers. Je pense évidemment, en cas de victoire, à Sarah Knafo, à Jordan Bardella, on peut penser à l'AfD en Allemagne et d'autres partis dans d'autres pays de l'Union européenne. L'exemple de l'Italie, c'est une sorte de, de lièvre, tu sais, dans les courses à pied, il donne le rythme. Tu peux pas le dépasser, parce que sinon, t'es pas dans le rythme. Tu peux pas être trop loin, parce que t'es pas dans le rythme. Donc Meloni est un lièvre. Meloni est le lièvre de l'escroquerie migratoire de l'Union européenne. Comment on fait croire au peuple que l'Union européenne, en tout cas que les pays qui la composent, réussissent à être souverains et encadrer l'Union européenne, et encadrer l'immigration, pardon, comment on fait croire cela au peuple, tout en faisant l'inverse? Alors c'est un numéro d'équilibriste. J'ai pas dit que c'était fastoche. Hein. J'ai dit qu'il faut regarder les chiffres pour comprendre à quelle sauce on va être mangé en cas de victoire de l'extrême droite française, ou en tout cas de partis politiques qui promettent un encadrement de l'immigration. Par exemple, c'est le discours d'un Bruno Retailleau aujourd'hui, hein, par exemple. D'ailleurs, l'un des pères fondateurs du Puy du Fou, qui porte très bien son nom, au rythme où vont les choses. Que nous dit l'article ? Un record de 217 000 naturalisations a été atteint l'an dernier en Italie, alors que le gouvernement a relevé ses quotas de travailleurs immigrés sous la pression du patronat qui demande davantage de main-d'œuvre. Point. Voilà, vous avez tout compris. Le chapeau de l'article suffit. Voilà. Vous avez compris l'histoire. Il y a tous les éléments. Alors, pour les plus curieux, je vous invite évidemment à lire l'article. Mais ce chapeau dit tout de la supercherie italienne. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le gouvernement italien qui communique avec la voix de Meloni et qui dit on a baissé les quotas d'immigration. On rigole plus du tout. Et de l'autre côté, ils augmentent les naturalisations. Donc qu'est-ce que ça donne sur le bilan final? Moins d'immigrés. Donc ça marche. Donc la politique est OK. Sauf que l'immigré, compté de cette manière-là, c'est l'étranger vivant sur votre sol. Mais quand il est naturalisé, il n'est plus étranger. Donc ça compte plus dans le bilan. Et c'est exactement ce qui se passe en Italie. Tout ça, l'article nous le dit, sous la pression du patronat qui demande davantage de main-d'œuvre. Donc voilà pourquoi l'extrême droite ne pourra pas réguler l'immigration comme elle est soumise au patronat, pour parler en marxiste, comme elle est soumise au grand capital. Le grand capital qui a besoin de l'immigration pour faire venir des travailleurs étrangers et tirer les salaires à la baisse. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le détail, je vous lis la première partie de l'article que vous compreniez avec d'autres chiffres. Ultra ferme dans son discours contre l'immigration, le gouvernement de Giorgia Meloni s'appuie pourtant de plus en plus sur la main-d'œuvre étrangère pour faire tourner l'économie italienne. Car si depuis son arrivée au pouvoir, la droite n'hésite pas à élever le ton, évoquant le grand remplacement ou les effets déstructurants des flux migratoires, elle a dû se plier à des compromis en raison de la situation démographique. Cette réalité se concrétise dans les statistiques. En 2024, le pays a atteint un record historique avec plus de 5,4 millions de résidents étrangers, près de 400 000 de plus qu'en 2022. Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir en 2022. On nous dit, c'est l'extrême droite, ils n'aiment pas les étrangers, il n'y aura plus un noir en Italie. On est à plus de 400 000 étrangers résidant en Italie, en plus, depuis 2022. Je continue. Au 1er janvier 2025, les étrangers représentaient ainsi 9,2% de la population totale, soit 169 000 personnes de plus en un an. Un chiffre qui contraste avec la baisse continue de la population italienne, qui a diminué de 206 000 unités sur la même période. En 2024, les naturalisations ont, elles aussi, atteint un sommet à 217 000. Les ressortissants albanais, 31 000, marocains, 27 000 et roumains, 15 000, sont les principaux bénéficiaires de cette évolution, alors que les attributions de la nationalité aux latino-américains, historiquement très nombreuses, chutent. Donc, on est exactement dans ce qui va se passer en France, en cas de victoire de l'extrême droite, quel que soit le parti, qu'importe, à partir du moment où vous n'avez pas la main sur votre immigration, vous allez devoir suivre ce que l'Union européenne vous demande, et c'est la politique de l'Union européenne. C'est ça, c'est de faire croire au peuple qu'on réduit l'immigration en trompant ouvertement. C'est-à-dire que vous naturalisez à tour de bras. Vous donnez des permis de séjour par rapport au travail. C'est ce que les restaurateurs demandent en France, par la voix de quelqu'un comme Thierry Marx.
dans les cuisines où on rencontre énormément de travailleurs étrangers, ben, il faut les régulariser. Hein, c'est normal, ils travaillent. Et donc, on va faire tout ça. On va faire tout ça, on va faire tout ça. Et ce que je trouve bluffant, c'est ce que je vous disais, c'est que l'Italie est un lièvre qu'il faut observer de très près pour se prémunir des pièges de demain, de toutes les belles promesses des partis en France de droite et d'extrême droite qui risqueront d'aller là-dessus. La réalité de la politique immigrationniste des partis d'extrême droite, c'est ça. C'est ça. Donc, ne soyons pas dupes, et le jour où ça arrive, on est prêt. Évidemment, on en reparlera. On est prêt pour éviter les belles promesses. Alors, toujours pour en mettre une petite aux camarades d'extrême droite, aux camarades aveuglés d'extrême droite, Donald Trump, qui nous réécrit les livres d'histoire, c'est tombé aujourd'hui. Regardez-moi ça. Bah écoutez, Donald Trump voit que plusieurs pays, la France, la Russie, organisent des célébrations pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et manifestement, il est très frustré de voir que les États-Unis, eux, n'organisent rien. Et c'est pour cette raison donc qu'il a signé hier une sorte de décret pour transformer le 8 mai en jour de la victoire. La victoire a eu lieu grâce à nous. Voilà ce que dit Donald Trump, que ça plaise ou non. Dans la même logique, Trump a aussi décidé de rebaptiser le 11 novembre. Là aussi, ce sera un jour de la victoire. Alors que jusqu'ici, le 11 novembre aux États-Unis, c'était le Veterans Day, un jour dédié à tous les anciens combattants. Trump affirme également que pendant les deux guerres mondiales, personne n'arrivait à la cheville des Américains en termes de force, de bravoure ou de génie militaire. Alors précisons tout de même que si jusqu'ici les États-Unis ne célébraient pas le 8 mai, c'est pour une bonne raison. En fait, pour les Américains, la guerre s'est poursuivie au-delà du 8 mai. Il y a eu des combats très violents en Asie, dans le Pacifique, pendant plusieurs mois, jusqu'à la capitulation du Japon en septembre 1945. Ce 8 mai, en tout cas aux États-Unis, restera largement symbolique. Ce ne sera pas un jour férié. Quant au défilé militaire qui fait tant rêver Donald Trump, il aura bien lieu cette année, mais il faudra attendre un petit peu. Ce sera le 14 juin pour célébrer les 250 ans de l'armée américaine. Le 14 juin, c'est aussi l'anniversaire de Donald Trump. Ça tombe bien, le président américain qui va donc s'offrir une grande parade pour ses 79 ans au cœur de la capitale américaine. Voilà. Alors, pour l'anecdote, cette grande parade militaire qui va être organisée aux États-Unis a été inspirée par la France. Donald Trump, en étant l'invité d'Emmanuel Macron pour un 14 juillet il y a quelques années, ça lui a donné envie. Ça lui a plu, il va faire pareil. Donc, cocorico. Maintenant, petite pensée émue, évidemment, petite pensée émue, à tous les amis souverainistes et ou amoureux du général de Gaulle, qui voit que Donald Trump vraiment pisse à la gueule de la France, en tout cas de l'histoire de la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, avec ce genre de décision. Et d'ailleurs, pisse à la gueule de l'histoire tout court, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en expliquant que les États-Unis sont les seuls vainqueurs, sont ceux qui ont véritablement libéré l'Europe. Une fois de plus, le léger retour d'ascenseur qu'on doit aux Soviétiques, on l'efface. Et Donald Trump a d'ailleurs signé un décret pour officialiser ce jour de la victoire, le 8 mai. Il a signé un fameux décret, tous ces décrets qui devaient changer la société américaine. Alors là, j'attends une réaction émue, évidemment, des pro-Trump qui ont applaudi son arrivée au pouvoir, qui ont applaudi d'ailleurs le départ des wokistes. Parce que si le wokisme est la négation du réel, aujourd'hui, le trumpisme, sur certains aspects, je ne vois pas trop ce que ça a de différent. Sur le côté négation du réel, et donc éloge permanent de la folie, où en fait on regarde le réel comme ça vous arrange. Certains se prennent pour des licornes, et Donald Trump pense que les Américains ont sauvé l'Europe tout seul. Donc, je trouve ça assez extraordinaire, assez passionnant, d'avoir cette lente chute de l'emballement qui a eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, où on pouvait, c'est pas une question d'être devin et d'être plus malin que les autres, pas du tout. C'était juste une question de prudence, et de dire, super, on a dégagé Papy Biden et les cheveux bleus, maintenant, attendons de voir ce qui va arriver devant nous. Bon, voilà, maintenant on sait. Le Doge américain, par exemple, le fameux projet Doge qui devait dégraisser l'État américain, faire des économies monstrueuses, on n'est même pas à 20% de ce qui avait été promis en termes d'économie. Elon Musk lui-même semble se faire dégager petit à petit par Trump. L'affaire Epstein, toujours bubule. Le déclassement, par exemple, l'affaire JFK, on n'a pas eu grand-chose. Bref, on ne va pas revenir sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, sur le fait que
il y a des promesses qui ont été faites par Donald Trump, et comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et cet emballement était pour moi le signe d'un manque de prudence qui aujourd'hui se vérifie avec un Donald Trump qui insulte directement l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui insulte l'histoire de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis assez bluffé de ce silence, de cette incapacité à critiquer Donald Trump, parce que pour l'instant, dans la balance des promesses tenues et des promesses non tenues, je trouve que les promesses non tenues l'emportent. Alors évidemment, laissons-lui le temps. Maintenant, les élections de mi-terme sont déjà dans 1 an. Les démocrates sont lentement mais sûrement en train de se reconstituer. On va voir sur quoi ils capitaliseront. Est-ce qu'ils vont capitaliser sur justement les fausses promesses de Trump, sur la déception déjà de certains électeurs, sur une critique ouverte de Trump comme ils ont fait. Alors ça n'a pas vraiment super bien marché. À voir, mais petit à petit, je trouve que l'action de Donald Trump devient de plus en plus sujette à question. Et là, cette histoire de jour de la liberté, je trouve ça assez extraordinaire, mais apparemment, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, ça marche. Voilà, on continue, et en lien direct avec l'une des positions de Donald Trump, qui à mon avis devrait être lourdement critiquée, à savoir son histoire de French Riviera du Moyen-Orient, en encourageant l'invasion de Gaza par Israël. On sait que Trump a l'oreille de Netanyahou, qui fonctionne main dans la main. Et bien justement, on va parler de cette conquête de Gaza, cette invasion de Gaza. Alors on le redit, qui au départ était un complot, évidemment, qui n'avait rien à voir au moment de l'attaque du 7 octobre 2023. Dès que cette rumeur a commencé à prendre de l'ampleur, évidemment, on nous a dit non, ça n'a rien à voir, Attends, je suis un peu surpris parce qu'il y a Phil entre autres dans le chat qui dit Steph 5 a disparu sniff. Attends, comment ça? Disparu du chat, rassure-moi. Là, ça me fait peur ton message. Pour ça, j'interromps les programmes. Phil entre autres qui dit ça, comment ça, Steph 5 a disparu? Quoi tu me dis? Parce que ça, c'est pas marrant. Ou alors j'ai mal compris, j'espère, le message. Dis-moi tout, Phil entre autres, avant que j'enchaîne, parce que là, tu m'as coupé la chic avec ce genre de choses là. Ah oui, du chat, voilà, putain, on n'est pas passé loin d'un drame à la Drucker là. Non, tout va bien, Alors, tant mieux, voilà. On continue. Donc, cette conquête de Gaza, les amis, depuis le 7 octobre, vous le savez, c'est l'une des théories qu'il ne faut surtout pas évoquer. En gros, le 7 octobre, attentat terrible, attaque terroriste terrible, a entraîné une réponse disproportionnée de l'état-major israélien, dont l'objectif caché est la conquête de Gaza et l'extension d'Israël en vue d'atteindre ce fameux projet du Grand Israël, tant voulu par l'extrême droite israélienne au pouvoir, l'extrême droite sioniste et messianique. Bon, dire ça, c'était vraiment... c'est le bingo. C'est le bingo. Tu peux pas dire ça. Et pourtant... on a vite compris, avec l'évolution des objectifs de cette guerre, qu'on est passé d'une réponse en vue de récupérer les otages, à une réponse en vue d'abattre le Hamas, à une réponse en vue d'abattre je ne sais quel groupuscule au Liban, puis finalement les Houthis, puis finalement je ne sais quoi. Puis en fait, c'est jamais pareil. Aujourd'hui, les otages, on ne sait plus vraiment à combien on en est. Les familles d'otages elles-mêmes montent au créneau en Israël pour critiquer l'action du gouvernement Netanyahou. Netanyahou qui fait tout pour fuir la justice à laquelle il devrait être soumis et dans laquelle il devrait être condamné. Bref, rien ne va. Évidemment, rien ne va. Et comme souvent, on a même envie de dire comme d'habitude ces derniers temps, comme souvent, on a un article de presse qui officialise cette théorie-là, qui officialise cette piste et qui pose comme des évidences ce qui était du pur complotisme ou des propos interdits jusqu'à présent. C'est un article du Figaro que je vais vous montrer, les amis. Tac, je sélectionne le bon écran, c'est celui-là. Un article du Figaro du 8 mai, donc d'aujourd'hui. Cet article s'appelle « Israël se prépare à l'occupation de Gaza ». Donc ça, c'est clair. Voilà, pour ceux qui ont un doute, on te le met dans le titre. Comme ça, il n'y a pas... voilà. Et hasard du destin, le journaliste s'appelle Guillaume de Dieu le veut. Donc peut-être c'est un message. Tu vois, peut-être tout est calibré jusqu'au nom du journaliste.
J'ai mis les passages en jaune que je vais vous lire pour comprendre qu'une fois de plus, on est dans une mécanique de ce qui était interdit hier devient une évidence que l'on couche dans les médias sans jamais faire de mea culpa, sans jamais s'interroger sur quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas le temps. Je vous lis l'introduction déjà. L'opération Chariot de Gédéon, dont l'objectif est la conquête et l'occupation de la bande de Gaza par l'armée israélienne, a déjà commencé. Pour l'heure, dans la zone située entre le corridor de Philadelphie et le corridor de Morag, tout au sud du territoire palestinien, là où se trouvent les ruines de la ville de Rafah. C'est le bruit... Oui, pardon. Là où se trouvent les ruines de la ville de Rafah, c'est le bruit des engins de terrassement qui domine. Il prépare le terrain, selon des témoins et des photos publiées dans la presse israélienne, pour accueillir les quelques 2,2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza et encadrer la distribution de l'aide alimentaire. De l'aide humanitaire, pardon. C'est la première phase de cette opération qui en compte 3. L'armée israélienne ne précise pas comment elle compte concentrer une telle quantité de population sur un territoire aussi restreint. Voilà. Donc en fait, c'est clair. Maintenant, c'est l'un des mantras, vous le savez, que l'on a chez Juste Milieu. Arrêtez d'être complotiste, c'est chiant. Vraiment, lisez les journaux, regardez ce qu'on vous dit, soyez un petit peu patient. Hein. Quand vous avez un complot en tête, dites-vous que dans 6 mois, ce sera une info, et puis ça va rouler tout seul. Je continue d'autres passages de l'article. C'était déjà l'objectif de la guerre, tel qu'il a été défini par le gouvernement israélien au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, au même titre que la libération des otages. Ah bon? Je vous montre, hein, vraiment, vous pouvez acheter le Figaro, c'est celui d'aujourd'hui, donc si vous voulez l'acheter et l'encadrer. La conquête de Gaza, l'invasion de Gaza, aujourd'hui, le Figaro te dit, c'était déjà l'objectif de la guerre, tel qu'il a été défini par le gouvernement israélien au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Alors on ne savait pas, et d'ailleurs on n'avait pas le droit de le dire, mais dès le départ, cette rumeur complotiste était un objectif du gouvernement. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Quand on te disait au début que cette attaque terroriste était fort pratique parce qu'elle permettait, grâce à la réponse militaire, d'atteindre un autre but secondaire du gouvernement israélien qui était la conquête de Gaza et donc l'extension du Grand Israël, dire ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, le Figaro te le dit, mais si, depuis le début, c'est le cas. Bon, d'accord. On continue. Bezalel Smotrich s'est fait plus clair, donc c'est le ministre des Finances en Israël. Nous allons enfin occuper la bande de Gaza. Je continue. La première étape de l'opération Chariot de Gédéon devrait durer jusqu'à la mi-mai, c'est-à-dire jusqu'à la fin du voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Au cours de cette première phase, des centres logistiques de distribution de nourriture et d'eau seraient construits par l'armée israélienne avec un partenaire américain. Les biens seraient distribués famille par famille, l'objectif étant, selon Israël, d'empêcher le Hamas de détourner l'aide. Donc voilà, alors pareil, hein, parce que maintenant, les médias ne prennent même plus le temps et la peine de critiquer le Hamas pour quoi que ce soit et pour couvrir Israël. On te le dit, le cessez-le-feu a été rompu par Israël le 18 mars, plus aucune aide humanitaire n'entre dans le territoire palestinien depuis le 2 mars. Voilà. Donc tu as Israël qui bloque l'entrée des aides humanitaires. Le Figaro te le dit. Voilà, après chacun en pense ce qu'il veut, c'est sûrement une réponse proportionnée, il n'y a pas de problème, tu vois, ça fait plus d'1 an et demi, mais pourquoi pas, tu vois, vraiment pourquoi pas, hein. Ça fait même plus de 2 ans maintenant, pourquoi pas, tu vois. Pareil, pour un rappel très important, parce que tous les journalistes de plateau que vous voyez parler de la situation, techniquement, ils ne sont jamais allés là-bas, parce que qu'est-ce que nous dit le Figaro? La bande de Gaza, où les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'entrer. Voilà. Donc tu as Israël qui fait un blocus sur l'aide humanitaire et sur l'entrée des journalistes étrangers. Voilà. Donc, si vous voulez, toutes ces rumeurs complotistes sortent dans les journaux en toute détente. Mais vraiment, ce qui caractérise la situation, c'est la détente. C'est la transformation du complot à l'évidence. Ça pourrait être un titre. Du complot à l'évidence. Comment tu transformes un complot en une évidence où il était absolument interdit de dire que l'objectif du gouvernement Netanyahou était d'abord celui-là. C'était parfaitement interdit et aujourd'hui tout roule. Donc c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, les amis. Je voulais absolument vous parler de ça.
faire le point sur cet article du Figaro où tout passe crème, comme disent les jeunes. Et je trouve ça assez sidérant, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, il est urgent depuis le début, mais de questionner véritablement la politique qui est menée par Israël, parce qu'on risque d'avoir de drôles de surprises dans les années à venir quand on va voir ce qui a réellement été fait. Je pense qu'on va vraiment avoir de drôles de surprises et qu'on en paiera le prix. Évidemment qu'on en paiera le prix. On rappelle que... enfin bref, on va pas s'embarquer dans les trucs. C'est assez lourd comme sujet. On va pas faire déjà des ramifications incertaines. Mais je crois quand on va regarder ce qui s'est passé, ça va véritablement secouer beaucoup de gens. Donc voilà les amis là-dessus. Il y a Igerne14 qui nous dit: moi, je m'en fous, je continue de manifester tous les samedis et je peux me regarder dans la glace. Complètement d'accord. Merci à Dimcop pour le subprime 19e mois. Je prends vos messages, hein, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Blueby3, saura-t-on la vérité dans 50 ans? Je pense que dans beaucoup moins de temps, on l'aura beaucoup plus rapidement. Et je trouve ça assez, assez extraordinaire. Zabou 1961 qui dit bref, alors je ne sais pas pourquoi, si tu peux expliquer. Mister Series AOS 76, sur le long terme, rien de tout cela ne sera bon, évidemment. Mais j'espère que oui, on aura un éclaircissement rapide pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qu'on a caché aux gens et comprendre l'implication de l'Occident dans ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, où au fond, les histoires de lutte contre le Hamas et compagnie étaient, je crois, des cache-misères plus qu'autre chose et des couvre-feux bien pratiques. Donc voilà les amis. Sur ce sujet-là, et je le redis pour être tout à fait clair sur ma position par rapport à ça, il y a une complicité scandaleuse du pouvoir américain, et en l'occurrence de Donald Trump. Que vous l'aimiez ou pas, Donald Trump se tient main dans la main avec le gouvernement d'extrême droite américain, et envisage lui aussi tout à fait tranquillement ce déplacement forcé de population qui est un crime contre l'humanité, rappelons-le. Alors, l'histoire des États-Unis d'Amérique s'embarrasse peu des crimes contre l'humanité. On va pas se mentir non plus. Mais voilà, une fois de plus, c'est pas tout le temps pour en mettre dans la gueule de Donald Trump, mais c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Si Biden avait fait la moitié de tout ça, on lui serait tombé dessus à raison. Et moi, ceux qui tombaient sur Biden par rapport à sa complicité avec Israël et qui aujourd'hui deviennent tout à fait silencieux, je trouve que ce sont des pompes à vélo. Et je trouve que c'est pas sérieux. C'est évidemment pas sérieux. Et je trouve ça assez scandaleux, donc je crois qu'il faut réitérer ces dénonciations, ça me semble important. Igerne14 hein, dans le chat qui dit on n'a rien caché aux gens, ils n'ont pas voulu voir, je suis complètement d'accord avec ça. Gotrung CH qui dit nous nous sentons mal à l'aise au vu de la situation, mais que dire des pays arabes et musulmans avoisinants? Effectivement, il y a aussi une forme de complicité des pays arabes autour qui ne font pas plus de choses pour la Palestine. Et c'est toute la complexité de ce débat, évidemment. Les copains. Donc que des gens aient des postures à des fins politiciennes pour parler à des électorats, je l'entends, c'est la vie des bêtes. Et ça continuera. Voilà, donc bon, je trouve ça assez fou. Les amis, c'est ce que je voulais vous dire sur cet article du Figaro. Voilà, on enchaîne les copains avec Betaram. Alors, what happens in Betaram? C'est un autre sujet, cette fois traité dans le Canard enchaîné. Et alors là, quoi? La fille de François Bayrou serait elle-même complice de cet immense scandale? Non. Là, ça fait beaucoup. Alors, je vais prendre un coup d'eau. Là, je vais prendre un coup d'eau. Ce que j'ai lu dans le Canard enchaîné, ça m'a espanté, comme on est dans le sud de la France. Ah ouais. Alors, déjà, vous le savez, rien ne va dans cette affaire. Rien ne va. L'affaire Betaram, depuis le début, c'est un grand n'importe quoi, où rien ne va, et c'est, je crois, de pire en pire. Mais alors là, tout remonte à la surface à une rapidité complètement dingue.
complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils empilent les contre-feux, hein, ce livre à la con, Le silence de Bétaram, dans lequel on pouvait trouver le témoignage de la fille de François Bayrou. Ça a été réglé en 4 jours. Hein. Campagne médiatique express, damage control à dégager voie 12. Bayrou va passer devant la commission d'enquête d'ici un peu moins d'une dizaine de jours au moment où je vous parle. Je crois que c'est le 17 mai, mais à confirmer. Tout roule, mais vraiment, tout roule en détente absolue. Alors que le Canard enchaîné a fait une révélation de dingue, et je vais vous lire leur article, c'est ça, hein, cet article-là. Bétaram, le lanceur d'alerte accusé de trop coller à Bayrou. Je vais tout vous lire, parce que vraiment, on est à un niveau mais hallucinant de manipulation des esprits, mais avec une facilité déconcertante. Donc l'article résume tout, je vais vraiment tout vous lire, on va prendre le temps de décortiquer. Alors, comme on va lire le travail du Canard enchaîné, on va en faire la pub, hein. Allez acheter le Canard enchaîné, évidemment, il faut faire la pub, ils font un boulot super par moment, c'est un peu partisan, mais c'est bien, une presse partisane, c'est très bien, c'est ce qu'on aime. Donc, acheter le Canard enchaîné, c'est très important. Je vous lis l'article, parce que là, on a tout ce qu'on aime. Vraiment manipulation de l'opinion, instrumentalisation des victimes, instrumentalisation par les victimes elles-mêmes, l'histoire de la fille de Bayrou qui tient déjà pas, si j'ose dire. Je vous lis le bordel. Chez les anciens de Bétaram, la sauce béarnaise commence à tourner. Alain Esquer, le très médiatique lanceur d'alerte victime de violences physiques quand il y était élève, dont le travail accompli 18 mois durant a permis de rassembler 200 plaintes, réclame à présent un retour sur investissement. Le 30 avril, il a présenté à François Bayrou, Premier ministre et maire de Pau, un projet d'Office national de prévention et de contrôle des établissements scolaires, détaillé dans un document de 2 pages tombé dans le bec du canard. Le hic, c'est qu'il a agi sans prévenir les anciens de Bétaram et les autres collectifs de victimes, un cavalier seul qui dérange. Premier paragraphe. Donc déjà, c'est Alain Esquer. Vous avez peut-être vu sa photo dans les médias ces derniers jours. C'est un homme qui s'est imposé comme un porte-parole des victimes. Je vais vous montrer sa photo. Il s'est imposé comme un porte-parole des victimes. Il a pris la tête d'un collectif d'anciens élèves pour récolter les plaintes et compagnie. Il signe ce fameux bouquin, Le silence de Bétaram. Je vais vous montrer là encore la couverture. Il signe ça, tu vois, il le signe en plus gros que Clémence Badaud. Et on dit le récit choc du lanceur d'alerte et ancien élève. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Alain Esquer ? Le monsieur se dit, bon, on va croquer un petit peu, et on va demander un retour sur investissement. Donc vous avez, si on résume déjà, ne serait-ce que ce premier paragraphe, une victime, qui a pris la tête d'un groupe de victimes et qui est prêt à instrumentaliser la démarche pour avoir un poste. Mais c'est pas fini. Évidemment, c'est pas fini, et c'est là où le travail du Canard enchaîné est brillant. Je continue. Lors de ce rendez-vous informel avec le chef du gouvernement, Esquer était accompagné de Constance Bertrand, représentante des victimes de Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, et d'Alexandre Pérez, un autre blessé de Bétaram, par ailleurs proche du maire de Pau, ville dont il est le conseiller municipal adjoint aux travaux. Contrairement à ce qu'il a prétendu, Pérez n'était pas venu uniquement pour visiter Matignon, puisqu'il a co-signé le texte de présentation du projet avec Esquer. Les 2 hommes ont proposé que leur office soit doté d'un budget annuel de 4 millions d'euros, d'un numéro d'urgence nationale, d'un siège à Paris et d'une antenne à Pau, en reconnaissance de l'origine du combat. Le directeur général devrait être nommé par le Premier ministre, et qui pour prendre la tête de cette nouvelle usine à gaz? Interrogé par le Palmipède, Bayrou reste flou, affirmant qu'il y a plusieurs candidatures possibles. Toujours est-il qu'Esquer vient de remettre sa démission à son employeur. Tiens, dans son livre Le silence de Bétaram, il annonçait la couleur. Et là, le Canard enchaîné cite ce qu'Alain Esquer a écrit dans le livre. Un nouvel observatoire des violences sexuelles commises au sein des internats devrait voir le jour. J'espère en prendre la tête. Au volatile, il précise sa pensée, nous dit le Canard enchaîné. Les mécontents disent que je suis là pour trouver un boulot, et pourquoi pas. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. Sur ce genre de démarche, où vous avez des victimes qui s'imposent auprès des autres victimes, d'ailleurs contre leur consentement par moment, ce qui pose de très lourdes questions sur la question du consentement par rapport à ce genre de débat, et le mec est prêt à instrumentaliser la cause pour son nombril, auprès de François Bayrou, qui s'est rendu coupable de complicité, d'avoir caché l'affaire et compagnie. Tout va bien, mais vraiment, tout va bien.
Tout va bien. Je continue sur ce que dit le Canard enchaîné. Depuis quelques semaines, en tout cas, il suscite... attends, non, j'en suis là. Jamais mis au parfum de cette rencontre à Matignon, et encore moins du projet lui-même, les principaux représentants de collectifs de victimes, de Riaumont au Bon Pasteur en passant par Notre-Dame de Garaison et Saint-Pierre-du-Relais-Quérion, ont pris leur distance avec Esquer. Dans un communiqué daté du 3 mai, ils déplorent le manque de transparence et l'instrumentalisation des milliers de victimes déclarées auprès de leur collectif, incompatible avec leur devoir d'éthique et de non-alignement aux intérêts politiques et aux intérêts individuels. Esquer ne serait donc pas assez carré. Donc, heureusement qu'Alain Esquer se fait bouter de la cause par les autres victimes, qui reconnaissent en lui un cavalier seul, en fait, qui fait tout ça pour son bénéfice à lui, pour son propre bénéfice. Vous avez aujourd'hui des victimes de ces affaires-là, parce qu'il n'y a pas que Bétaram, qui sont montées au créneau pour dénoncer le gars, qui évidemment, on va être très clair, joue à la prostituée auprès du pouvoir. C'est-à-dire, j'instrumentalise la cause, mais en retour, je dois avoir quelque chose. Comme ça, je continue à fermer ma gueule et faire en sorte que ce soit pas trop gênant. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, de manière purement subjective, évidemment. Donc, de ce constat vient une autre question. De se dire, mais le mec qui a co-signé le bouquin, enfin qui a signé le bouquin Le silence de Bétaram, fameux bouquin dans lequel on trouve, comme par hasard, le témoignage de la fille de François Bayrou. Je ne vais pas vous refaire le chapitre, c'était toute l'idée de cette campagne de propagande qui était de faire passer François Bayrou du rang de potentiel coupable au rang de père de victime. Ce qui est fort pratique pour dire que finalement, c'est un gentil, que lui-même a appris 40 ans plus tard que sa fille avait été frappée à Bétaram. Hein, donc déjà, ce qui en dit long sur ses capacités de père à ne pas s'être rendu compte que sa fille s'était fait traîner par les cheveux, je cite. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, on a eu cette campagne de damage control, comme je sais qu'Idriss Aberkan utilise souvent cette expression, ce qui semble tout à fait juste. Comment on renverse l'opinion publique en présentant Bayrou comme un pauvre père de famille qui, malgré ses responsabilités, ne pouvait absolument pas être au courant. Eh bien, c'était tout l'intérêt du livre. Mais quand on se dit que ce livre a été signé par quelqu'un qui est prêt à vendre son cul, parce que je suis désolé, il n'y a pas d'autre expression, à vendre son cul pour prendre la tête d'une officine en bois qui servira à rien avec un budget taré, et que ce mec est prêt à instrumentaliser la cause aux dépens des autres victimes, on se dit, mais attends, est-ce que ce livre ne serait pas vraiment complètement bidonné pour sortir au bon moment, moins d'un mois avant le passage de Bayrou devant la commission? Et bien c'est là que le Canard enchaîné nous dit encore autre chose. Le Canard enchaîné, dans un article qu'il y a juste en dessous, ici, Hélène Perlan au nom du père. Je vais vous lire ça encore. Merci au Canard enchaîné. Je le redis, achetez le Canard enchaîné parce qu'on lit leur travail. Il faut en faire la pub. Je vous lis ce qui est dit dans cet article. Hélène Perlan, c'est la fille de François Bayrou qui a témoigné dans le livre Le silence de Bétaram. Dans le livre d'Alain Esquer, Le silence de Bétaram, sorti donc chez Michel Lafon, Hélène Perlan assure avoir subi une agression physique commise par l'abbé Lartiguet lors d'un camp d'été organisé par une assoce baptisée, ça ne s'invente pas, les Gays Montagnards. Mais cette dernière est une association de loi 1901, indépendante, et ni le collège de filles d'Igon dans les Pyrénées-Atlantiques, géré par la congrégation des filles de la Croix, où était alors scolarisée Hélène Perlan, ni l'abbé Lartiguet n'avaient de lien avec la congrégation des pères de Bétaram. La confusion était savamment entretenue. Esquer, donc Alain Esquer, l'écrit sans scier. J'en suis certain, derrière l'allégresse et la passion, Hélène a souffert à Bétaram. C'est une déclaration issue de Paris Match du 23 avril 2025. De son côté... excusez-moi. J'en suis certain, derrière l'allégresse et la passion, Hélène a souffert à Bétaram. Point. Paris Match du 23 avril 2025, de son côté, l'a fait poser devant les murs gris de l'institution avec, sous la photo cette légende, Hélène Perlan relate les sévices qu'elle a subis. Même topo sur le plateau de Mediapart, le 23 avril 2025, quand elle affirme au sujet de son ancien collège, les religieuses d'Igon, elles vont dormir à Bétaram. Pourtant, la congrégation des filles de la Croix explique au Canard que les deux établissements ne sont liés que depuis 2009, année durant laquelle Bétaram a été rebaptisé le Beau Rameau. Dans les années 80, à l'époque des faits décrits par Hélène Perlan, la filiation n'existait pas. Ce qui n'empêche pas Esquer d'évoquer à propos de ce collège un second établissement de la même congrégation.
Ces raccourcis et approximations en ont fait bondir plus d'un. Léon Laclos, notamment ancien curé viré de Bétarame en 2007 parce qu'il vivait une histoire d'amour clandestine avec une femme, ne cache pas sa perplexité. Hélène Perland ne dit pas que l'abbé Lartiguet était un père de Bétarame, mais elle ne dit pas non plus qu'il n'en était pas un. Pourquoi une telle omission? Le diable est dans les détails. Donc aujourd'hui, quand tu mets ces éléments sur la table, l'instrumentalisation de la cause par Alain Esquer, donc ça on en a déjà parlé, plus la relative légèreté avec laquelle s'exprime la fille de François Bayrou, quand tu mets tout ça sur la table, plus le contexte de damage control pour sauver le cul de François Bayrou avant son passage devant la commission, et je le redis, le faire passer de potentiel coupable à père de victime qui ne le savait pas, tout ça sur la table, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup pour avaler la pilule. Parce que là, c'est plus une pilule, c'est une botte de foin qu'il va falloir avaler à force. Et ça passe. Et ça passe. Et Bayrou est toujours en poste. François Bayrou est toujours en poste. Et personne ne l'inquiète. Le canard enchaîné a fait le travail. Il vous explique toutes les zones d'ombre. Donc bravo à eux, bravo à eux. C'est dans la presse, c'est dans vos kiosques, les amis. C'est pour ça, et c'est le boulot que j'essaie de faire, d'être le porte-voix de ce boulot qui est fait par des journalistes de qualité. C'est pour ça que je déteste dire les journalistes tous pourris, les médias c'est de la merde, parce qu'il y en a qui font le taf. C'est juste que c'est pas relayé. Et quand tu mets le nez dedans, quand tu prends le temps de lire tout ça, on te le dit. On te le dit. Et c'est éminemment suspect ce qu'il en résulte. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour tirer un peu le fil de cette affaire, parce que la commission, donc Bayrou, attendez, je vais vous donner la date parce que j'ai un doute depuis tout à l'heure. Tac. C'est le 14 mai, voilà, très exactement. François Bayrou sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête sur cette affaire-là, voilà, cet article du Monde. Et pour tirer le fil, pour dire à quel point tout ça ne va pas, et pour comprendre aussi peut-être le silence relatif des partis d'opposition. Alors, on le sait, l'extrême droite est plutôt tenue par sa proximité avec les sphères catholiques, qui font que, une fois de plus, dans une affaire de pédocriminalité, on tape sur l'Église. Alors, loin de moi l'idée de dire il ne faut pas le faire, mais juste, il n'y a pas que dans l'Église qu'il y a des affaires de pédocriminalité. Regardez à l'Élysée. Donc, c'est un peu le bouc émissaire fastoche pour dire on traite la pédocriminalité, mais c'est tout le temps sur l'Église. Hein. Par exemple, Morandini, Cohn-Bendit, bon bref, on va pas refaire le chapitre. Donc, loin de moi l'idée de défendre et de dire l'Église, on doit arrêter de taper dessus, mais il faudrait taper sur tout le monde pour que ce soit équitable. Donc, je pense que l'extrême droite est relativement silencieuse parce qu'elle est plutôt tenue par cette proximité avec les sphères catholiques, ce qui serait contre-productif pour leur électorat. Mais du côté de la gauche et l'extrême gauche, ce que j'ai trouvé curieux, c'est que il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas beaucoup de bruit, alors que, par exemple, la France Insoumise était peut-être plus bruyante. On se rappelle de Léaumont qui avait dénoncé la présence de Morandini à l'antenne. Et c'est très bien, évidemment, il faut le dénoncer. On a vu un petit silence relatif sur l'affaire Cottineau. Ça, c'est vrai, un ancien représentant de la France Insoumise à des élections municipales, ça la fout mal. On en a déjà parlé sur Juste Milieu. Mais là, tu te dis, attends, François Bayrou, on lui tombe sur le lard parce qu'il était aux responsabilités au moment des faits, donc au début des années 2000. Mais quand tu tires un peu le fil, tu comprends peut-être un peu plus ce silence relatif de la gauche et de l'extrême gauche. Et pour comprendre ça, il faut regarder la composition du gouvernement. La composition du gouvernement dans lequel François Bayrou était en poste. Je vais vous montrer, hein, j'ai la grille, parce que sinon... Enfin non, François Bayrou n'était pas en poste, pardon, mais des ministres qui étaient aux responsabilités sur ces sujets-là. L'éducation, la famille, la justice et compagnie. Et là, tu te dis, mais attends. François Bayrou, on lui en veut parce qu'il était en poste du côté de Pau, mais la gravité de ce genre d'affaires, on le rappelle avec un prêtre poursuivi, le père Caricard poursuivi pour viol sur mineur, dans un pays bien fait, ce genre d'affaires remonte aux oreilles du pouvoir, tu vois. Et alors là, mais le hasard, moi je pense le hasard, je peux pas dire plus, hein, je peux pas dire plus, je vais vous retrouver la grille. On retrouve qui dans ce gouvernement Jospin entre 2000 et 2002 au ministère de l'Éducation, Jack Lang.
Ah merde. Déjà, ça commence pas bien. Déjà, effectivement, pour dénoncer une affaire pédocriminelle, si tu fais remonter ça à Jack Lang, va falloir être patient. Effectivement, ton dossier ne sera pas en haut de la pile. Alors, on continue, parce que le ministère de l'Éducation nationale, il est tout de suite concerné par ce genre d'affaires. Hein. Mais tu peux regarder, par exemple, qui était, en l'occurrence, la ministre déléguée à la famille et l'enfance. Tu vois, on est dans les thématiques. Je ne vous parle pas des sports ou de l'industrie. Ben là, tu vas dans la liste des ministres délégués, tu te dis, bon, qui qu'on va trouver ministre délégué à la famille et l'enfance, Ségolène Royal. Ah merde. Alors, il va falloir être très très patient, parce que si ça doit passer entre les mains de Jack Lang et ensuite de Ségolène Royal, alors Jack Lang, c'est plutôt le temps qu'il s'en prenne à des pédocriminels, et Ségolène Royal, c'est le temps qu'elle comprenne. Donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On continue, parce que tu dis, bon, à la limite, il peut y avoir, par exemple, délégué à l'enseignement professionnel, tu vois. Parce que l'enseignement professionnel, c'est un peu éloigné, mais c'est rattaché au ministère de l'Éducation. Et c'était qui, le ministre délégué? Jean-Luc Mélenchon. Oh, alors, c'est pas de bol. Oh, dis donc. Ah bah, dites donc. Ça va beaucoup moins bien marcher. Ah bah, pourquoi la France Insoumise, ils sont pas montés au créneau? Merde. Alors ça, c'est pas de bol. Alors, évidemment, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous dire que Mélenchon était en première ligne. Faut pas déconner non plus. Maintenant, il était rattaché au ministère de l'Éducation nationale, piloté à ce moment-là par Jack Lang. Donc c'est vrai que, de toute façon, si Mélenchon avait des scrupules sur les affaires de pédocriminalité, tu ne deviens pas ministre délégué de Jack Lang. Faut quand même rappeler d'où vient Mélenchon. Hein. Il vient du PS, sénateur PS au départ. Donc tout ce beau monde de salopards, il l'a fréquenté. Il en a fait partie, sans rien dire. Donc, c'est pas pour taper sur Mélenchon. Il y en a des tonnes qui n'ont rien dit non plus. Mais bon, faut quand même rappeler ce qui est. C'est le réel, tu vois. Et d'ailleurs, le cas Mélenchon a été plutôt bien décortiqué sur Europe 1. Je vous mets un extrait de chronique à ce sujet-là, qui explique peut-être le silence relatif d'une certaine partie de la gauche sur, en fait, ce pouvoir en place, en tout cas ce gouvernement Jospin en place, qui n'a rien fait non plus concernant l'affaire Betterham. C'est une forme de culpabilité secondaire, par ricochet, un des dommages collatéraux. Bayrou était en première ligne, mais en seconde ligne, il y avait quand même tout cet aéropage de politiciens qu'on n'entend pas trop aujourd'hui. T'as Elisabeth Guigou à la justice aussi, tu vois. Donc, ceci explique peut-être cela. Voilà ce qu'on nous dit sur Europe 1. Politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alexis, depuis quelques jours, François Bayrou est violemment pris à partie par les élus de la France Insoumise, qui l'accusent d'avoir couvert par son silence des faits abominables commis à Notre-Dame de Betterham dans le Béarn. Est-ce que vous pensez, Alexis, que cette affaire peut durablement le déstabiliser? Je crois que François Bayrou a sans aucun doute tardé à réagir, peut-être parce que l'accusation lui paraissait tellement énorme qu'il ne l'a pas prise au sérieux. Mais enfin, aujourd'hui, alors que l'affaire d'ailleurs n'a pas enrayé sa progression dans les sondages, aujourd'hui il l'a fait et la tempête s'éloigne. La journée de samedi, qu'il a vu à Pau, entouré des victimes de ces violences physiques et sexuelles, annonçait un plan très complet contre ces horreurs et plus que symbolique. Si le porte-parole des victimes, celui qui depuis 2023 a personnellement recueilli les dizaines de témoignages et de violences physiques et de viols transmis au procureur de Pau, si celui-là a accepté avec ses frères de souffrance d'entourer symboliquement le Premier ministre, dont il dit depuis l'origine qu'il n'a aucune responsabilité dans ce drame, ça va devenir compliqué pour les députés LFI de continuer à prétendre le contraire. Car elle est là, la réalité que chacun commence à voir. Les insoumis, qui ont échoué à censurer François Bayrou sur le budget, ont choisi pour leur revanche le terrain de la calomnie. Tout cela est une gigantesque opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon et mise en musique par Mediapart et par le grand inquisiteur Edoui Plenel, qui n'en est pas son coup d'essai, puisque je vous rappelle qu'au début des années 2000, c'est lui qui, à la une du Monde, dont il était directeur, avait faussement accusé Dominique Baudis d'actes de torture, de viol et de meurtre sur des enfants. Tout était faux, inventé,
Dominique Baudisson est mort et M. Plenel continue ses chasses à l'homme. Mais pourquoi François Bayrou a-t-il déclaré à l'Assemblée qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé à Bétharram, au risque d'alimenter la machine à soupçons? C'est évidemment une maladresse. Il aurait dû dire qu'il ne savait rien, à l'époque, des atrocités révélées depuis 2 ans. C'est d'ailleurs l'évidence. Enfin, qui peut croire un instant que s'il avait su, il aurait laissé 3 de ses enfants dans cet établissement? C'est délirant. En revanche, quand ministre de l'Éducation, il a été informé en 1996 d'un fait de violence, le premier, une gifle infligée par un surveillant à un élève. Il a réagi aussitôt en déclenchant une inspection académique. Le rapport, publié vendredi par Le Figaro, est sans équivoque. L'inspecteur régional pointe une faute individuelle, mais il écrit en toutes lettres « Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés ». Sur cette base, François Bayrou a donc fait ce qu'il pouvait et devait faire, et peut-être que si tout le monde en avait fait autant, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Que voulez-vous dire, Alexis? Je veux dire qu'en 98, lorsqu'éclate la première affaire de violence sexuelle, en 98, un viol dont était accusé un prêtre, père supérieur de l'institution. Un viol, c'est autre chose qu'une paire de claques. Eh bien, à cette époque-là, Claude Allègre était ministre de l'Éducation, Ségolène Royal, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, et ils n'ont pas décidé de mesures administratives ni de nouvelles inspections. L'année suivante, en 99, ce prêtre est mis en liberté provisoire. Élisabeth Guigou, la ministre de la Justice de l'époque, ne fait pas appel de cette décision. Ce prêtre en profitera, si j'ose dire, pour se suicider en février 2000, lorsqu'il sera accusé d'un second viol. 2 viols. Ça mériterait peut-être qu'on s'en occupe. Eh bien rien, il n'aura rien, ni inspection, ni mesure d'aucune sorte. Et vous savez qui est nommé ministre de l'Éducation en mars? Jack Lang, qui ne fait rien et à qui, bizarrement, on ne reproche rien. Et attendez la meilleure. Vous savez qui est son ministre délégué? Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. Oui, notre Fouquier-Tinville, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et il y avait de l'enseignement professionnel à Bétharram, qui n'a rien fait non plus. C'est l'arroseur arrosé. À l'aune des principes de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait se retrouver aujourd'hui en accusation. L'édit. Voilà. Je vous montre cette séquence, alors non pas pour le charisme de ce journaliste et son incapacité à pas lire sa putain de chronique, donc voilà, mais je vous montre cette séquence parce qu'elle nous permet d'être dans le juste milieu. On a évoqué un peu les postures du côté gauche, extrême gauche, on a la posture juste milieu, et je vous montre un traitement de l'affaire par Europe 1, donc c'est-à-dire les opposants à la France Insoumise, si on caricature. Mais bon, ils sont tellement caricaturaux qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc vous avez un journaliste d'Europe 1 qui profite de l'affaire pour la retourner, défendre Bayrou au passage et mettre une crotte de nez à Mélenchon. Donc c'est aussi ça le travail de juste milieu, c'est de vous montrer comment une même affaire, on peut la traiter factuellement, ce que j'essaie de faire en vous donnant les éléments point par point, avec les dates, les machins, les vidéos, et après vous pensez ce que vous voulez, et comment les médias commentent exactement la même affaire pour servir leurs intérêts, servir leurs idées, ce qui n'a plus rien à voir, ce qui est une forme d'instrumentalisation. Et donc l'instrumentalisation, c'était un peu le grand thème de cette séquence que je voulais vous proposer, les amis, sur l'affaire Bétharram, où j'espère on n'a pas fini d'en parler, parce que on est à vraiment un niveau de manipulation à ciel ouvert, un niveau complètement fou d'instrumentalisation, jusqu'à une instrumentalisation par l'une des victimes, Alain Esquer. Donc on en reparlera évidemment sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. Il y a beaucoup de choses à dire et il y aura sans nul doute beaucoup de choses à dire. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire sur l'affaire Bétharram. Comme promis, il est 17h56, on est dans les clous. On a le temps ce soir ensemble, on profite. Je vous donne rendez-vous sur le Discord. Alors, on continue en direct, bien évidemment. Mais hier, vous étiez nombreux à vouloir intervenir sur le Discord de Juste Milieu concernant le sujet de l'euthanasie. Vous le savez, c'est entre guillemets une croisade que nous menons actuellement sur la chaîne où j'engage la chaîne de Juste Milieu, l'image de Juste Milieu, pour dénoncer ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être décidé en coulisses. Je crois qu'il est plus important que jamais d'en parler. Et je vous donne la parole. Voilà, pour ceux qui veulent venir sur le Discord de Juste Milieu, vous avez donc je vous ai donné le lien, je peux le redonner dans le chat. Ceux qui sont déjà sur le Discord, venez dans les salons vocaux, dans le salon vocal général, et je vous fais passer un par un, évidemment, comme en classe. Voilà.
Chacun son avis, et on y va, et vous papotez. D'ailleurs, vous pouvez venir pour parler d'autre chose, ce serait bien que ce soit ce sujet-là, mais vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, c'est très important. Les copains, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc dites-moi dans le chat déjà si certains sont chauds, que je sache pour intervenir. Voilà, pour intervenir là-dessus, je me tiens prêt à vous recevoir s'il y en a. Voilà, hier, vous étiez là. Lola, 1644, merci pour le sub, 24e mois. Il y a Oupourpre. Alors, Oupourpre, qui était censé venir hier, je t'ai envoyé le lien qu'il fallait. Je t'ai dit de regarder sur Google, savoir comment s'inscrire et tout. T'en avais pour 4 minutes, camarade. Donc, il faut te démerder. Hein. Je vais pas te mentir. Voilà, faut regarder comment faire. Tu tapes sur Google pour intégrer le channel. On vous met un lien déjà dans le chat, machin et tout. Faut y aller, quoi. Il y a Bel Oiseau qui nous dit toujours trop court, j'aime ta pertinence, camarade. Mais merci beaucoup. Alors, attends, Oupourpre qui est dans le secteur général. Alors, attends, bouge pas, j'arrive. Je me connecte. J'y suis aussi. Allô, Houston à la base. Voilà, tac. Et là, normalement, je vais mettre la source, tu vois, et ça marche. Hein. Si tout va bien, ça marche. Alors, attends. Tac, voilà, ça c'est bon. Allô, sur le Discord, est-ce que tu m'entends? Voilà, alors, je vois que tu parles, mais ton micro a pas l'air activé. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais critiquer sur la technique, hein, évidemment. Donc, pour l'instant, je ne t'entends pas. Voilà. T'entends pas. Ça s'affiche comme si tu parlais, mais je ne t'entends pas. Voilà, c'est ce qui est chiant, mais on va y arriver. À cœur vaillant, rien d'impossible, évidemment. Et là, faut meubler, parce que le gars, il est en train de chercher comment allumer son micro. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais pas. T'as des trucs en bas, t'as un bouton rendre muet. Bon, bah, si c'est cliqué, tu décliques. Puis c'est tout. C'est vrai que ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à rejoindre le salon. C'est sur le Discord de Juste Milieu, les amis, pour intégrer le Discord. Il y a des liens, on vous met des liens. Hein, vous avez ça dans le chat. Pour intégrer tout ça. Alors attends, Oupourpre qui nous dit non, c'est décliqué. Ouais, alors là, pourquoi je t'entends pas? Ça va pas, ça. C'est pas normal. Normalement, ça fonctionne. On l'a déjà fait, ce genre de choses. On maîtrise la technique, normalement. Merde, pourquoi j'entends pas? C'est pas bon, ça. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se pointer pour savoir si ça marche ou pas? Quelqu'un qui est sur le Discord, qui veut venir dans le salon pour voir si ça marche? Pour nous aider, voilà. Est-ce que quelqu'un veut nous aider? Apparemment, alors il y a ma source à moi. Attends, ma source à moi. Eh oh, tu me parles autrement. Non, mais attends, ma source à moi. Paramètres vocaux et vidéos, regarde. On est dessus. Hein. Périphérique de sortie. Ah ouais, attends, putain, en fait, c'est de ma faute. Allô? C'était de ma faute. Ah, c'est mon périphérique qui était pas bon. Excuse-moi, Oupourpre, tout est de ma faute. Je te prie de m'excuser. Alors, je suis pas Oupourpre, hein, mais du coup. Mais, ah merde, bah t'es qui? Perfecto, mais je suis déjà venu de toute façon, moi. Pas de souci, mon Perfecto, pas de problème. J'attendais le camarade Oupourpre. Vas-y, comment vas-tu, avant toute chose? Moi, très bien, toujours très bien, on fait aller. Hein. Ça bricole. Dis-moi, l'antenne est à toi. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon camarade? Pour en revenir un petit peu sur justement... Pour en revenir justement sur ce principe d'euthanasie, ça me paraît logique dans leur fonctionnement, dans leur idée du 80% d'inactifs et 20% d'actifs. Qu'on a déjà entendu de la bouche de certains grands lobbies qui voulaient réduire la population, donc ça va avec en fait. C'est juste la logique qui se continue, donc après c'est un combat qu'il faut effectivement mener, comme tu le disais toi. Après, c'est pour ça que j'ai relayé un maximum ce que tu avais partagé. Merci. Parce que déjà, c'est un minimum, au moins, on peut dire qu'on a fait quelque chose, exactement comme tu l'as dit l'autre jour. Mais après, voilà, je suis pas sûr que malheureusement ça suffise derrière, parce que trop peu de gens sont intéressés à ce genre de sujet ou à toutes ces choses-là. Donc malheureusement, j'ai peur que ça suffise pas et que le mouvement va se suivre quand même de toute façon. Malheureusement. Ce qui veut pas dire qu'il faut rien faire, on est d'accord, hein, mais... J'ai peur que malheureusement sur une majorité de population non éveillée qui ne veut pas s'informer, qui ne veut pas apprendre, qui trouve ça chiant, que machin, ça va être très très compliqué quoi. Et je le vois moi tous les jours sur les jeux vidéo où je parle avec énormément de monde.
Bah, si tu prends pendant des parties, oh, merde. Je sais pas si on m'entend quand ça se met en veille. Non, non, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Maintenant, C'est bon, ok. c'était de mon côté le problème, donc toi, on t'entend bien. Et je disais que oui, du coup, sur les jeux, je vois bien que les gens, j'arrive à leur expliquer un petit peu et à prendre le temps d'expliquer parce qu'on est sur une partie de Call of, par exemple, qui va durer quasiment 20 minutes ou un truc comme ça. Donc là, j'ai un peu le temps, des fois, d'exposer et tout. Et on voit que quand on prend le temps, etc., ça marche. Ils comprennent, les gens. Mais c'est un travail de dingue, quoi, à faire. Ouais. Mais il faut continuer et il faut que ça rentre, quoi. Bah, c'est ce qui me fait le plus peur en fait par rapport à ça, et je suis d'accord avec toi, et merci de donner ton avis en direct. Moi, ce qui me fait peur par rapport à ce sujet de l'euthanasie, c'est que on a tous les ingrédients, enfin ce que je disais hier soir et ce que je répète dans l'émission, on a tous les ingrédients que les gens dénonçaient pendant le Covid, qui ont fait peur aux gens, donc l'ingénierie sociale, la monétisation des vies et compagnie, la censure des avis, et pourtant même du côté alternatif, ça bouge pas. Et c'est ça, honnêtement, qui me met sur le cul, c'est que ça ne bouge pas. Et je me l'explique pas. Je me l'explique pas, ça. Et même, et on reprend un peu même les autres sujets, hein. Si tu prends comme tu disais, la pédo, c'est pareil, personne réagit là-dessus, c'est endormi, mais même je parle des gens, je parle même pas, voilà, des médias ou autres, mais même les gens en eux-mêmes. Ça croit que ça choque personne. C'est au calme. Ou alors, c'est que je sais pas, il y a trop d'infos, il y a trop de trucs et ça passe au-dessus, mais. Et comme dit, comment trouver le moyen de réveiller ces gens? Enfin, la majorité des gens. Ça, effectivement. Je réfléchis à ça, mais pas de solution, quoi. Parce que, comme l'a dit un vulgarisateur, l'information ne se transmettra qu'à ceux qui veulent être informés. Ouais. Et c'est tout le problème du truc. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est là où je te dis, on lâchera pas sur cette cause-là parce qu'elle me prend aux tripes, et tu vois, je fais pas ça pour le buzz. Sincèrement, je pourrais faire une vidéo sur la bite à Brigitte, je ferais 4 fois plus de vues, mais je m'en fous. Là, je pense qu'il y a un sujet de première importance. Je suis assez halluciné de voir à quel point ça ne prend pas. On n'arrive pas à allumer l'étincelle, on va dire. Et je suis d'accord avec toi, il y a une vraie réflexion à mener sur comment on peut faire. Ça peut être un appel à la population là, du Juste Bistrot, de donner un avis si vous avez des idées autres que ce qu'on propose déjà avec la pétition, les vidéos, les machins. Parce que s'il faut mettre du pognon dans l'affaire pour imprimer des choses ou faire envoyer, je suis prêt à le faire. Ça, on est prêt à le faire. Trouver des idées, savoir comment ça peut tomber entre les mains de gens qui ne souhaitent pas être au contact de ce genre d'informations. On va pas forcer les gens et les attacher sur une chaise. Mais là, c'est d'une gravité sans nom, quoi. C'est d'une gravité sans nom, et tout le monde est concerné. Et pour en venir, parce que j'en reviens un petit peu aux jeux vidéo, entre guillemets, mais je sais que justement, par ce biais-là, j'arrive à instruire des gens. C'est marrant, ça. Parce que justement, le fait d'être dans un univers différent, et je le ramène des fois par des choses complètement qui n'ont aucun rapport à la base, mais petit à petit, là, je vois, hier, j'ai eu une discussion sur le fait de rendre justice soi-même. J'avais 3 types dans le groupe qui étaient pour ah bah oui, mais si, c'est normal, à partir du moment où la justice ne fait pas son boulot, je rends justice moi-même. Et tu débats avec eux pendant 20 minutes. Au départ, tu te fais lyncher, et ils sont tous les 3 contre toi. Puis au final, en ayant pris le temps d'expliquer bien comme il faut tout, ils en viennent à dire ah mais oui, t'as raison, à ce niveau-là, du coup, mec qui se ferait griller une priorité, il aurait le droit de te tuer parce qu'il estime que ah bah non. Et du coup, ils se rendent compte de leur erreur de départ. Mais il a fallu 20 minutes de débat compliqué, quoi. Donc ça peut marcher en amenant par d'autres biais qui sont là où on va pouvoir les choper dans les jeux vidéo, dans les styles TikTok à la con, dans les jeux. Là où vont ces gens-là, ces gens qui ne vont pas sur tes vidéos, qui n'iront pas sur toutes ces choses-là. Absolument, mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, j'ignorais complètement le fait qu'il puisse y avoir comme ça des salons d'échange à travers le jeu vidéo, et qu'en ligne ça puisse discuter et tout. Je suis tellement nul dans les jeux vidéo que je peux faire qu'un seul truc, tu vois, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse réfléchir en même temps alors que j'essaie de viser, mais lamentablement, tu vois. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi j'ai plein de gens qui viennent dans mes groupes parce que justement on fait pas que jouer, mais aussi on discute de plein d'autres trucs. Trop bien. Et du coup ils aiment ça. Mais bon, après c'est mon petit boulot que je fais petit à petit à mon petit niveau. Ouais, écoute, merci à toi, hein, ça fait partie de voilà, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est pas une belle phrase de conclusion, ça?
À vous. T'avais d'autres choses à nous dire, mon Perfecto? Non, mais grossièrement, c'était tout. Après, de toute façon, on se rejoint sur la plupart des choses, donc tu le dis aussi bien que moi. Donc après, voilà, c'était là à peu près tout. Magnifique. Bah écoute, c'était un plaisir. C'était un plaisir de t'avoir en direct et t'es le bienvenu. On va faire ça, faut qu'on le fasse plus souvent. J'aime bien l'idée d'échanger, c'est très sympa. Donc t'es le bienvenu, on se refait ça très bientôt. Ça marche, puis de toute façon, on se verra le 19 à Nantes. Oh, et ben magnifique. Ah ben voilà, ça arrive à toute J'apprends un vitesse. petit peu de sous là parce que je suis un peu à la ramasse, mais dès que je peux, je réserve ça et on se reverra à Nantes de toute façon. Magnifique. Merci beaucoup, camarade. Alors, rendez-vous à Nantes. Bonne soirée. Ok, merci à vous. Ciao. Au revoir. Ah, c'est magnifique, j'adore cet esprit, voilà, l'esprit du salon vocal général, les amis. Donc n'hésitez pas à venir. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir en direct, merci à l'ami Perfecto. C'est que du plaisir, c'est vraiment l'esprit, voilà, ça régale. Les amis, donc il y a Oupourpre qui devait intervenir, elle n'est toujours pas dans le secteur, donc j'ai la fenêtre du Discord ouverte, n'hésitez pas à venir pour intervenir, donner votre avis, on le refera, de toute façon c'est pas que ce soir, j'aime bien l'idée d'avoir votre avis. On va essayer de vous bricoler un tutoriel pour ceux qui veulent venir sur le Discord juste milieu, savoir comment on fait. C'est vrai que c'est pas très fastoche et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc on va essayer de bricoler, de vous proposer quelque chose et on vous enverra le tutoriel, comme ça vous pourrez venir facilement et ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui interviennent dans le Juste Bistrot. Vous avez vu, vous êtes sur le Discord, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, il n'y a pas de problème, c'est juste pour discuter, donner votre avis, alimenter la réflexion, parce que en général je suis tout seul à parler et c'est pas l'esprit, c'est mieux quand on est ensemble, voilà, c'est mieux et c'est important d'avoir des avis différents, les copains, voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire, 18h08, alors on va se retrouver demain, dernière émission de la semaine, ça fait plaisir, on va se régaler. Les amis, on va papoter encore en mode foire aux questions avec quelques actualités à droite à gauche, un bon petit vendredi comme on les aime. Et là, on est jeudi. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? On a le camarade Edouard qui est en direct sur Twitch. Alors, vous le savez, c'est son propre média qu'il est en train de lancer. Voilà, comme une sorte de stolon des fraisiers depuis Juste Milieu. C'est lui le chef. C'est lui le chef sur son média AltF4. Il est en direct actuellement sur Twitch. Donc, pour ceux qui veulent lui donner de la force, on va faire un raid. On va débouler chez lui pour aller lui faire un coucou. On va faire un raid. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et si vous aimez bien le contenu, vous pouvez sub. C'est sur toute l'actualité du jeu vidéo, de l'e-sport. Et qui dit jeu vidéo dit ramification avec la géopolitique, l'économie. Il y a beaucoup de choses. Donc, ceux qui disent « Ah ouais, mais moi je m'en fous, j'aime pas les jeux vidéo », eh ben non. C'est là où il y a un piège, c'est que vous pouvez être intéressé parce qu'il y a d'autres portes d'entrée. On est chez Juste Milieu, on est curieux, voilà, c'est très important. Donc là, je vais essayer de faire un raid, donc c'est là où ça part en couille normalement. J'ai réussi la dernière fois. Et si j'y arrive, donc automatiquement vous allez être renvoyé là-bas, donc restez avec moi pour aller faire un bisou à Edouard, c'est très important. Voilà, normalement on a fait le raid, normalement là c'est parti en fait. Normalement, là, ça va être la folie. Déboulez chez lui, abonnez-vous, donnez-lui de la force sur Twitch, les amis. C'est important parce que c'est un petit jeune. Qu'est-ce que tu veux? Faut aider les jeunes. Moi, je suis un vieux routier. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, rendez-vous sur AltF4. Et nous, les amis, ce sera Juste Bistrot demain à 16h30 parce qu'on est vendredi. Les amis, je vous embrasse. Vive la rigolade. Vive la France. Merci d'avoir été là, les copains. Et à demain. Plein badin. Voilà. Maintenant, direction AltF4. Je vais le diffuser maintenant. Et de toute façon, après, ça part automatiquement, j'ai l'impression, chez lui. Donc, voilà ce qui se passe. Full. Voilà. Tac. Il y a ex-aequo, il y a overtime. Looks like the go sign's been given. Action in the outside, holding simultaneously. Doc is going to swing into them. It's been spotted, gets the info, falls back by playing this one like it's life and death. Like he feels that way for Spirit. They're on the very verge of elimination defeat. And the hands of vitality or overtime. The moment's respite, it's up to get it. Salut tout le monde, attendez, on est en plein clutch. Ah, je joue pas là, c'est les vidéos.
Et voilà. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Et voilà les amis. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Vous arrivez au bon moment. Merci YouTube pour la liberté.